Dans un monde où tout semble s'accélérer et se superposer, nos idées elles-mêmes finissent parfois par se presser, se chevaucher, se brouiller. Effondrement environnemental, intelligence artificielle, conflits géopolitiques, guerre, tensions sociales, inflation ou infobésité, les cartes du monde sont devenues difficiles à déchiffrer et nous semblons toutes et tous un peu confus face au chaos ambiant, impuissants devant ce brouhaha. Si nous étions en train d'assister à un véritable changement d'époque, à la fin d'un système, comment trouver sa place, redonner du sens et recréer un futur désirable dans lequel se projeter ? Mathieu Dardaillon a passé sa vie à se poser ces questions. Il en a même fait sa mission et son métier. Entrepreneur social accompli, il a commencé très tôt à vouloir changer le monde et a déjà accompagné des milliers de personnes, plus de 150 000 je crois, à trouver leur voie grâce à l'association Ticket for Change qu'il a initiée à l'âge de 24 ans en 2014. Aujourd'hui, je le reçois à mon micro à l'occasion de la parution de son livre Anti-Chaos, publié chez Erol. Un ouvrage à la fois pratique, visuel, éclairant, qui nous propose de ralentir pour mieux clarifier. C'est une véritable boussole pour apprendre à naviguer dans l'incertitude. Ce qui m'a marqué la première fois que j'ai rencontré Mathieu, à la fête des 100 ans de notre maison d'édition commune, Erol, c'est non seulement sa taille, alors il dominait toute la salle, il était facile à trouver de son 2,02 m, mais surtout son sourire, constamment présent. C'est un sourire qui agit comme un aimant pour de belles conversations. Alors le voilà aujourd'hui. À mon micro, Mathieu partagera avec nous ses apprentissages et nous offrira des clés pour clarifier notre pensée, retrouver du sens et définir le rôle que nous voulons, chacune et chacun, jouer dans ce monde en pleine transformation. Clarifier non pas pour figer, mais pour mieux habiter nos idées, mieux les offrir aux autres. Ensemble, nous allons explorer ce lien subtil entre visualisation, structuration et attention à nos pensées, à nous-mêmes et à celles et à ceux qui nous écoutent, chers auditeurs. L'art de l'attention. Conversation avec Fanny Auger. Alors bonjour Mathieu. Bonjour Fanny. Alors ma petite question du début que j'aime bien, mais vous êtes prévenu, c'est comment est-ce que vous voyez, vous, l'art de l'attention ? C'est une sacrée question pour commencer. Je crois qu'on vit dans un monde de profusion, où tellement de choses se passent en même temps, où tout va toujours plus vite. Et pour moi, l'art de l'attention, c'est cet art de choisir où on met notre regard, où on décide de mettre notre énergie créatrice, notre énergie de vie. Et au fond, je crois que c'est tellement important parce que je suis convaincu que là où on met notre attention, c'est ce qui, au fond, deviendra notre futur. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ce podcast. C'est vraiment cette attention, ça détermine complètement la qualité de notre vie, de nos relations et de notre rapport au monde. Alors, on va rentrer tout de suite dans l'ouvrage Anti-Chaos, parce que ce n'est pas votre premier, mais en tout cas, il vient de sortir il y a quelques mois à peine chez Erol. Et moi, je l'ai trouvé remarquable. Alors, j'ai des notes partout, des petits post-it, etc. En un sens, quand vous avez écrit ce livre, c'était une invitation à exercer, justement, à cultiver une forme d'attention pour vos lecteurs et pour nos auditeurs. Oui, j'ai essayé de partager des clés de compréhension du monde et des boussoles de décision pour justement décider où on a envie de mettre son énergie et quel rôle on veut jouer dans ce moment assez singulier, je crois, que l'on est toutes et tous en train de vivre. Un moment de basculement, un moment de confusion aussi. On peut rentrer ensuite dans les détails de comment j'ai ressenti ça, mais voilà, j'ai essayé de partager des clés pour que chacun puisse s'en saisir s'il le souhaite et décider à partir de ça. Justement, où mettre son attention sur ce qu'il ou elle va penser être le plus important et va avoir envie d'agir dans cette direction. Moi, j'ai trouvé ça remarquable parce que c'est faire œuvre de pédagogie et de transmission, vraiment de rentrer comme ça dans les détails. Et on va enchaîner tout de suite avec la première partie, peut-être, pour décrire ce chaos. Anti-Chaos, c'est quand même un titre qui est très très fort. Alors, ce chaos, vous l'expliquez, il vient de plusieurs choses aujourd'hui. Vous voulez rentrer un peu dans le détail de ce chaos pour mieux comprendre à quoi on a affaire, afin ensuite d'arriver sur vos grands principes et sur cette magnifique boussole à 11 entrées, ce grand principe que vous avez dessiné. D'abord, ce chaos-là, ça a été un ressenti personnel.
c'est à un moment, j'avais plus de confusion dans mes prises de décision. Et en me mettant en retrait, j'ai échangé avec plein de personnes très différentes qui me partageaient cette même expérience, dans des mots différents, mais quelque chose d'un brouillard décisionnel, d'une grande difficulté à décider dans un monde dans lequel on avait de plus en plus de mal à avoir du pouvoir d'agir dans ce qui se jouait, et un sentiment d'impuissance fort. Et donc j'ai essayé de décrypter pourquoi ça m'était arrivé, ça nous arrivait. Et j'ai trouvé une conjonction de choses. D'abord, c'est normal de ressentir ce chaos-là, si jamais certaines et certains le ressentent, parce qu'on vit plein de choses en même temps, plein d'énormes défis. Vous le disiez en introduction, mais c'est la conjonction du retour des guerres, de l'inflation, des incertitudes économiques, des tensions sur les droits de douane, d'un jour à l'autre, ça change dans tous les sens, de l'effondrement environnemental qui pose des questions existentielles profondes, des tensions sociales, du tsunami d'informations qu'on reçoit tous les jours. Cette infobésité que vous désignez. Incroyable. Et de l'intelligence artificielle qui arrive là-dedans et qui va tout changer dans plein de directions possibles. Et donc on vit tout ça en même temps. Et donc c'est normal que ce soit extrêmement compliqué de décider. Un seul de ces facteurs pourrait faire qu'on soit déboussolé. Et on vit tout en même temps. Ça, c'est la première chose. Dans le même temps, on a de moins en moins de temps pour penser. On s'est libéré du temps au fur et à mesure des décennies, et en même temps, les écrans nous zappent, nous captent notre attention, justement. Et tout va toujours plus vite. Le rythme de la société, les systèmes font que tout va toujours plus vite. On reçoit toujours plus de messages, toujours plus courts. Les délais d'achat, de livraison de ce qu'on achète, c'est toujours plus rapide. Donc on est dans ce toujours plus vite qui nous empêche d'avoir du temps et de se mettre à distance, de prise de recul et de penser ce qui est en train de se jouer. Et en même temps, on vit une grande fragmentation, polarisation. Il y a des groupes qui se retrouvent, qui vont avoir une vision du monde et qui vont s'entretenir dans cette vision et avoir de plus en plus de mal à dialoguer avec d'autres espaces. Et donc, on a de plus en plus de mal à avoir une vision commune de là où on veut aller ensemble, et donc de vivre et faire ensemble. Donc, des défis sans précédent, moins de temps pour les penser alors qu'ils sont extrêmement complexes, et puis moins de nuances, moins de capacité à y aller ensemble. Donc ça fait, cette combinaison fait qu'on peut avoir ce sentiment d'impuissance. Ça, c'est vraiment une première chose que j'ai... Je dirais que c'est une synthèse de tout ce que j'ai lu et tous les échanges que j'ai eus. Mais pour moi, c'est pas tout, parce qu'il y a aussi potentiellement une confusion que l'on vit et qui nourrit cette sensation de chaos. C'est qu'on est dans ce qu'on pourrait appeler un changement de paradigme, et on est entre deux mondes, entre un monde actuel dans lequel on a grandi, on a été très bien éduqué, on a toujours fonctionné dans ce monde-là, mais on sait qu'il va dans le mur, qu'il est à bout de souffle, et en même temps, le nouveau monde n'a pas totalement encore émergé. Et on est quelque part perdu entre les deux. Dans cette zone de brouillard que vous illustrez très bien. Et c'est hyper confusant d'être entre les deux. On sait qu'on ne peut pas s'appuyer sur les systèmes existants. Ce paradigme de le but, c'est l'économique, toujours plus vite, la domination de la nature, la domination du vivant, la domination des humains, le consumérisme, le matérialisme, la centralisation, l'uniformisation du monde, qui a permis un niveau de développement hallucinant sur les 200-250 dernières années, et en même temps des dérèglements écologiques qui font que tout simplement ce système n'est pas viable, vivable, et on court à notre perte en le poursuivant. Et puis des inégalités insoutenables. Et des problèmes de santé mentale qui explosent ces dernières années. Et donc, il faut inventer autre chose. Un nouveau paradigme. Donc, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de redessiner le monde. Qu'est-ce qu'on veut redessiner ensemble ? Peut-être un système économique et social où le but, c'est le mieux vivre. L'équilibre entre l'économique, le social, l'environnemental. Privilégier la qualité des liens, la qualité des biens, la qualité des moments, plutôt que toujours plus. Retrouver un lien avec le vivant, régénérer le vivant, et mieux écouter le vivant qui est en nous. Et puis, développer l'humain, la croissance, pour le coup, des talents, des compétences. Et donc ça pourrait être un nouveau paradigme à inventer. Et donc, il y a cette sensation de chaos parce qu'on est quelque part entre les deux, qu'on sait qu'on ne peut pas s'appuyer sur le système actuel, mais qu'on n'a pas encore les modes de pensée, les outils du nouveau. Et on ne sait même pas ce qu'est le nouveau en plus.
Ça nous fait faire un tout petit pas en arrière par rapport à vous, votre parcours, Mathieu, parce que finalement, c'est surprenant et à la fois, c'est pas un hasard que vous ayez écrit ce livre, je pense, l'année dernière, en 2024, avant que Trump revienne au pouvoir d'ailleurs. Ça me marque parce qu'il est sorti en janvier, au même moment où Trump revenait et ajoutait du chaos au chaos. Donc c'était assez prophétique. Mais je crois que ça part d'une démarche personnelle très profonde parce que moi, ça fait des années que j'entends parler de vous et de ce que vous faites avec Ticket for Change, avec un itinéraire incroyable où vous avez été acteur du changement. Vous étiez dans l'action déjà pour faire émerger. Et en même temps, vous-même, je crois en 2022, vous avez eu besoin de vous retirer un peu pour mieux revenir. Vous voulez nous parler de ce cheminement personnel qui vous a amené à écrire cet ouvrage? J'ai toujours voulu être utile et j'ai eu la chance assez vite de trouver ma voie grâce à des rencontres et plein de gens qui m'ont soutenu de plein de manières différentes sur ce chemin. Ce qui a fait que, effectivement, à l'âge de 24 ans, on a cofondé ce projet Ticket for Change et où, pendant 10 ans, j'ai été investi corps et âme dans cette aventure absolument extraordinaire qui nous a complètement dépassés, qui consiste à aider chacun à trouver ses talents, les mettre au service des grands enjeux sociaux, environnementaux qui les touchent et d'en faire son travail, de faire émerger des solutions durables à nos grands défis. Et en 2022, à un moment, j'ai senti que pour la première fois, j'avais vraiment moins de clarté, moins d'intuition. Dans un parcours d'entrepreneur, on a tout le temps du doute et c'est les hauts et les bas tout le temps. Ça, c'est le quotidien. Mais là, il y avait quelque chose qui était de nature différente. J'avais moins de clarté, moins d'intuition, moins de vision sur l'étape d'après, sur où est-ce que collectivement on pouvait amener le projet et où moi j'arrivais à me projeter. Et ça, c'était la première fois que ça m'arrivait comme ça. Je suis allé marcher, je suis revenu et mon énergie revenait pas. Pas comme elle revenait quand je faisais des choses comme ça. Et donc là, j'ai dit non, il y a quelque chose de plus profond. Et au fond, je me sens un peu au cœur de trop d'injonctions contradictoires et je sens que je ne suis pas préparé. On ne m'a pas formé à ce que je suis en train de vivre et à ce que je vais vivre, on va vivre dans les années qui viennent. Je me sentais contracté entre plein de... Voilà, je parle d'injonctions contradictoires entre le plus important, c'est le très long terme, et puis en même temps, il faut veiller au court terme, à la trésorerie, à la santé économique de l'organisation. Il y a tous les enjeux économiques, et puis il y a tous les enjeux sociaux, et puis il y a tous les enjeux environnementaux. Il faut aller plus vite pour trouver des solutions à grande échelle, et en même temps, il y a l'urgence de ralentir. Et donc, tous ces tensions, ces tiraillements. Et c'est en me mettant en retrait que j'ai remis de l'ordre dans ces tiraillements-là. Et donc en 2022, au début, j'imaginais faire quelques semaines de pause. Et puis, en discutant avec différentes personnes, je me suis dit non, c'est un vrai temps long. C'est une année pour prendre du recul, me régénérer, mieux comprendre le monde qui a énormément évolué dans ces 10 années d'engagement intense et voir où j'ai envie de mettre mon énergie, mon attention. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention pour la suite? Et alors est né ce projet d'ouvrage? En fait, il est né pendant cette année-là. Je n'avais pas du tout prévu de travailler dessus. Mais ce qui m'a frappé, c'est cette sensation, à un moment d'impuissance et de manque de clarté. Je le disais, énormément de personnes très différentes me l'ont partagé. Des étudiants, des salariés, des dirigeants d'entreprise, des conseillers politiques, dans des situations très différentes, me parlaient de cette situation-là de brouillard décisionnel. Je parle de ce mot-là. Et ça m'a vraiment... Une fois que j'avais vu ça, je pouvais pas... je me suis mis en quête pour essayer de trouver des éléments de réponse. Et c'est comme ça que j'ai... Au début, c'était pas un livre, c'était quelles sont les clés qui m'aident, moi, à retrouver de la clarté, du pouvoir d'agir, de la joie, malgré tous les défis que l'on vit, et qui me remettent en mouvement et qui m'aident à me dire « Ok, je suis sûr, je ne sais pas si on va y arriver, mais je suis convaincu que c'est dans cette direction que j'ai envie de mettre mon énergie. » Et j'ai agrégé des éléments dans plein de domaines, dans plein d'époques, voilà. J'ai appliqué sur moi-même ces outils, on pourrait dire. Et puis j'ai commencé à partager autour de moi, sur LinkedIn, j'ai commencé une newsletter. Redessiner le monde, on peut la citer. Redessiner le monde. J'ai commencé à faire des interventions et puis j'ai vu que ça nourrissait, que ça aidait les gens. Et donc c'est après qu'on a décidé d'en faire un livre.
et de condenser, en fait. C'était ça qui était le plus dur. C'est d'essayer de compiler une richesse de contenu que j'avais la chance d'explorer et d'en faire quelque chose qui est le plus simple, visuel et actionnable possible pour la vie de tous les jours. Ça passe par une toute petite question au passage. J'imagine qu'il y a eu plein de rencontres aussi avec comme vous, des transmetteurs, des leaders. Alors, votre livre, il fourmille d'idées, de principes, d'outils, de références aussi. On en a quelques-unes, on en partage quelques-unes en commun. À un moment, vous parlez de Hartmut Rosa, évidemment, le philosophe de l'accélération et de la résonance, de Satish également, que j'ai reçu à mon micro. Et je crois que vous êtes aussi vous-même allé 1 an avant moi, je crois, au Schumacher College. Est-ce qu'il y a une rencontre ou une conversation qui a fait basculer ou en tout cas a été clé dans ce cheminement? Je dirais que c'est une somme de conversations. C'est une somme de conversations qui permettent d'avoir des éclairages très complémentaires sur des vécus à différents endroits du système, en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai parlé à des gens d'âges très différents, d'adolescents à des personnes à l'âge de la retraite, milieux sociaux très différents, fonctions très différentes. C'est ça que j'ai essayé de faire. Et après, j'ai eu la chance de cheminer, d'être aidé par beaucoup de monde aussi dans cette quête, on pourrait dire, et formalisation. Il y a des compagnons de route du quotidien. Je pense par exemple à Félix Demont qui toutes les semaines on échangeait aussi autour de ce projet et puis plus largement où mettre notre énergie sur la suite. Des rencontres avec par exemple un Frédéric Laloux qui m'a beaucoup aiguillé, encouragé, aidé, qui a relu. Donc ça a été très à la fois soutenant pour ce projet, mais plus largement c'est des discussions de fond sur dans quelle direction va le monde et qu'est-ce qu'on peut faire à notre petite échelle et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que collectivement on fasse avancer les choses. Un cheminement aussi par exemple avec Isabelle Cocher qui est ancienne dirigeante du groupe Engie. Pour moi c'est très riche aussi d'échanger avec des gens qui ont un parcours très complémentaire et qui en plus partagent des convictions très profondes et on se retrouve. Et c'est là où l'art de la conversation et de mettre notre attention commune au même endroit, je trouve ça très puissant sur ce que ça peut peut-être créer. Ça nous fait passer à la seconde partie de votre ouvrage, qui est la partie centrale, avec ces 11 grands principes. Et ça résonne avec un des derniers que vous énumérez, mais on va revenir un peu globalement. C'est sur celui de jouer collectif et s'entourer, justement. Alors vous venez d'en parler, mais moi c'est vraiment un qui a le plus résonné effectivement, parce que pour moi l'art de la conversation, l'artisanat de la conversation, j'allais dire, c'est vraiment savoir s'entourer, mettre son énergie et comment développer des relations. Et dedans vous donnez des outils notamment sur l'écoute qui m'ont beaucoup intéressée. Alors pour les gens qui suivent mon podcast depuis quelques temps, il y avait tout un épisode avec Gila Kessous. C'est je crois que l'épisode numéro 3 ou 4 qui était quasiment intégralement sur l'écoute. Mais vous parlez de la You Theory, qui est assez connue chez les entrepreneurs. Vous voulez nous en parler de ces 4 niveaux d'écoute? Oui. Donc j'ai eu la chance effectivement de participer à un séminaire autour de la théorie U, qui a été formalisé par Otto Scharmer et ses équipes. Et il y a des outils de cette pratique qui m'avait particulièrement marqué, c'est effectivement les 4 niveaux d'écoute. Et en fait, c'est la qualité d'écoute que l'on va avoir qui va permettre d'ouvrir des futurs extrêmement différents, en fait. J'espère que je vais bien me souvenir des 4 niveaux. Il y a d'abord l'écoute automatique. C'est, vous me parlez, et je me dis, je sais déjà à peu près ce qu'elle va me dire. Donc j'écoute à moitié, et je dis, oui, je sais déjà. Donc j'écoute à moitié, on pourrait dire. L'écoute automatique. Ça ne donne pas une vraie grande qualité d'écoute, on n'en fait pas émerger grand-chose. Ensuite arrive l'écoute factuelle. C'est, je vais vraiment écouter ce que vous allez me dire. Et je vais être très attentif et attentif à ce que je n'ai pas encore entendu, ce que ça va m'ouvrir comme perspective. Il y a l'écoute aussi empathique. Je vais vraiment très bien vous écouter et essayer de me mettre à votre place. D'où vous parlez quand vous dites ça? Qu'est-ce que ça veut dire aussi de votre état émotionnel? Et au fond, je vais essayer de me mettre c'est l'empathie, de me mettre en quelque sorte dans vos chaussures. Et le 4e niveau, c'est le plus profond, c'est l'écoute générative. Et là, en fait, chaque personne arrive dans la conversation sans avoir d'idée préconçue de ce qui va émerger. Et on met un petit peu, en quelque sorte, nos égos de côté et s'ouvre un espace où peut émerger un futur différent pour les 2 acteurs ou tous les acteurs qui participent. Et
la qualité d'écoute la plus profonde, et ça demande un niveau de confiance qui peut se créer. Et c'est pour moi de là qu'émergent les plus beaux projets, les plus belles aventures. Mais c'est un art de créer ces espaces-là. Les plus belles conversations. Et d'où le U, d'ailleurs, on le voit visuellement. Au fur et à mesure que vous les décriviez, on les voyait. Et il y a un autre concept, toujours dans cette partie, qui, moi, m'a beaucoup marqué, et j'aimerais que vous nous le décriviez, c'est le concept de otherish. Alors, pardon pour l'anglais, mais on va vous le traduire. Mathieu, est-ce que vous pouvez un peu nous résumer le selfish, le selfless et le otherish? Oui, c'est un concept qui est particulièrement intéressant pour toutes les personnes tournées vers les autres, les acteurs, les actrices de changement. Et comment être au service des autres, de plus grand que soi, tout en ne s'oubliant pas sur le chemin et prendre soin de son énergie. Donc c'est Adam Grant, dans un de ses livres Give and Take, qui met en avant 3 mots, 3 concepts. Le premier, c'est le fait d'être selfish. Je suis égoïste, donc en fond, aider les autres, ça ne m'intéresse pas. D'abord, c'est moi. L'inverse de selfish, c'est selfless. C'est-à-dire que je suis totalement au service des autres, quitte à m'oublier moi-même. Et je donne tout. Mais le risque, par exemple, ça peut être le burn-out, l'épuisement. Il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça que Adam Grant nous propose l'idée d'otherish. Donc c'est être tourné vers les autres, mais en gardant toujours en tête le fait de prendre soin de soi. Donc je donne le maximum aux autres à partir du moment où je suis dans les bonnes conditions pour le faire. De ce que je peux donner finalement. Et je trouve que c'est assez éclairant et ça peut éviter le burn-out d'engagement, le fait de ne pas respecter ses propres batteries, tout en étant au service de quelque chose de plus grand que soi. Qui nous amène sur un autre outil, parce que votre ouvrage, il fourmille d'outils, mais ça me rappelle cet outil du talon d'Achille que vous évoquez souvent, finalement, de quand on... Je vous laisse décrire beaucoup mieux que moi, Mathieu. L'idée autour du talon d'Achille, elle est intéressante parce qu'elle revient aussi sur le sujet de l'attention et de qu'est-ce qui est vraiment essentiel et important pour soi. Et ça rejoint la question de la définition de la réussite et du succès. Donc, j'observe que la vraie réussite, elle est souvent multidimensionnelle, qu'elle soit à un niveau personnel, au niveau d'une entreprise, au niveau de la société. Au niveau personnel, par exemple, il y a évidemment... chacun met ses piliers, en fait. Chacun a des piliers qui sont différents, mais peut-être c'est la santé, sa famille, du sens dans son travail, et puis un équilibre économique, financier, une sécurité financière, par exemple. Et si ce sont les 4 piliers qui sont les plus importants, alors, pour moi, il y a la question du talon d'Achille, c'est notre niveau de bonheur, il ne va pas être à la moyenne de ces 4 piliers, il va s'aligner sur le plus bas. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on délaisse, peut-être sa santé, par exemple, et ben en fait, notre niveau de bonheur à long terme, il va être tout petit parce qu'il va s'aligner sur le pilier le plus bas, qu'on a laissé de côté. Un peu comme des batteries, en fait. Exactement. Je crois que dans votre livre, vous figurez ça avec des piles. Oui, exactement. C'est pour ça que je fonctionne beaucoup avec le visuel, parce que c'est comme... moi, je vois 4 piliers, 4 batteries, plus ou moins remplis, et le niveau de bonheur, c'est au niveau du plus bas. Donc faire toujours attention à ce talon d'Achille, finalement. Exactement. Et pour moi, c'est la même chose dans une entreprise, avec la performance économique, le climat social, dans l'organisation et autour, et puis le lien avec le vivant et l'environnement qui nous entoure. Et sur le long terme, pareil, si on délaisse une de ces dimensions, eh ben, le niveau de performance long terme, il est au niveau du plus bas. Alors on revient de là, on a plongé tout de suite très concrètement dans certains outils que vous évoquez, mais ils se rattachent à 11 grands principes. Alors je ne sais pas si je dois tous les énumérer parce qu'on va quand même laisser aux lecteurs, à nos auditeurs et j'espère futurs lecteurs de votre ouvrage, le plaisir de les découvrir. Je vous ai dit celui qui m'avait moi le plus marqué, mais parce que j'ai ce prisme de l'art de la conversation et je trouve que ensemble, together is better, comme disait Rami dans un épisode, Rami Megdashi de Lola James Harper dans un épisode précédent. Mais vous, celui qui vous a le plus peut-être marqué ou celui par lequel vous commencez, je crois. Il y en a tellement qui me paraissent essentiels, mais est-ce que on parle de la clarté du coup ou du rêve? Pour moi, j'ai adoré le rêve. Partons sur la clarté okay. Et on parle parce que je trouvais que c'était magnifique dans un livre comme ça de parler du rêve. Je commence par la clarté. Ouais. Ils sont très corrélés. Et ça rejoint quelques éléments que je donnais au tout début sur la première question sur l'attention. C'est dans le monde actuel
où il y a énormément d'injonctions qui viennent de l'extérieur, on peut facilement dévier de notre propre chemin. Et il est extrêmement difficile et tellement important de trouver ses propres manières de cultiver la clarté. La clarté de ce qui est essentiel pour soi, de ce qui va nous rendre heureux et de ce qu'on veut accomplir dans le monde. Et pour ça, je partage des clés qui, moi, m'ont énormément aidé. On n'apprend pas ça, en fait. Et c'est tellement fondamental. Et par exemple, moi, le vide m'a beaucoup aidé. La marche, passer du temps dans la nature, le fait d'avoir du co-développement ou du compagnonnage avec d'autres personnes, le fait de passer par l'écriture, le fait de passer moins de temps sur les écrans, tout ça, ce sont des clés qui peuvent paraître peut-être anecdotiques, mais qui, à chaque fois que je manque de clarté et que je les remobilise, me recentrent en fait, me réalignent, et ça me permet d'être au clair justement vers là où je veux aller, donc la question du rêve. Qui sont pas faciles non plus. Hein. Et c'est super dur parce que la société nous pousse à faire l'inverse. On est dans une société qui survalorise. J'ai même pas envie de dire l'action, mais j'aurais envie de dire l'agitation. Et je crois beaucoup plus à une action. Je suis pour l'action juste, alignée au bon endroit. Et donc des moments de prise de recul et des moments d'action efficiente au bon endroit. Et je crois qu'on est dans un monde de profusion et d'agitation, sans jamais se poser la question du sens profond, parce que justement on court un peu comme un hamster qui court dans sa roue, qui se demande pas s'il est dans la bonne roue ou pas, si son but c'est vraiment de courir, et se poser la question de la clarté, qu'est-ce qui est vraiment essentiel au fond? Est-ce que je me suis vraiment posé cette question de la réussite pour moi, la réussite pour mes projets, et même la réussite dans notre société? C'est quoi le monde auquel on aspire collectivement? Et d'un point de vue individuel, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile à faire. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps le sociologue David Le Breton, qui a écrit un livre sur la fin de la conversation, sur la parole dans une société spectrale. Et il dit on ne croise plus que des zombies dans la rue, penchés sur leur téléphone. Et j'avoue, même pour moi qui travaille sur l'attention et qui est passionné de conversation, ça devient de plus en plus difficile de se couper du téléphone, parce qu'on est sans cesse soumis à tiens, quel temps fait-il? Je regarde mon téléphone, j'ai besoin d'appeler un taxi, l'heure. Alors moi je me force à mettre une montre encore le matin, mais la plupart des gens, vous aussi je vois, mais la plupart des gens n'ont même plus de montre, donc ils sont sans cesse, je ne sais plus combien de milliers de fois par jour on regarde notre téléphone. Ce matin j'étais en conversation avec une amie, un moment perso, et à un moment j'ai dû lui demander de mettre son téléphone face retournée, pour ne pas voir ces notifs qui sans cesse venaient sur l'écran. Enfin, c'est assez difficile, je pense, et de plus en plus de s'extraire à ça. Vous avez un truc magique, vous? Parce que même moi, je suis un peu embêtée en ce moment. Non, mais je lutte, comme tout le monde. C'est une vigilance, c'est une exigence. C'est extrêmement difficile parce qu'on a beau en être conscient, ces outils nous permettent des choses. Par exemple, je publie sur les réseaux sociaux, je m'informe grâce à Internet. Ça m'a permis de faire toutes ces recherches en me connectant avec du savoir de partout dans le monde. Et en même temps, je crois que la clé, c'est d'en avoir un usage intentionnel. Ça veut dire, est-ce que quand j'utilise tel outil, tel écran, je suis intentionnel sur ce que je vais chercher et donc j'arrive à ne pas me faire happer sur la notification que je n'avais pas prévue, telle application. C'est ça le risque, je pense. Et donc de se faire happer sans même avoir été au bout de ce qu'on voulait faire initialement. Je pense être intentionnel et j'essaie de me réapproprier des espaces où je passe moins de temps sur les écrans. Très concrètement, par exemple, chez moi, j'ai développé une pratique qu'un créateur américain qui s'appelle Austin Kleon m'a fait découvrir. J'ai 2 bureaux. Il y en a un où il y a des ordinateurs, enfin des écrans, téléphone, ordinateur, et l'autre où il n'y a pas le droit. C'est du papier. Dans la même pièce, Mathieu? Dans la même pièce. Ce sont 2 petits Vous habitez bureaux. À Paris? Voilà, j'habite à Paris. Pas dans un château. C'est 2 petits bureaux, ils sont tout petits. Mais chacun a son espace. Et sur le premier, je crée. Alors sur le premier, celui où il y a du papier, je crée avec un crayon et du papier et je mets au propre sur un ordinateur pour ensuite diffuser. Mais le fait de passer son temps à créer... Dans le livre, je pose une question. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une idée de génie devant un écran d'ordinateur? Et je pense que non. Et je ne fais que ma propre expérience, mais toutes les idées qui ont changé ma vie, qui ont guidé mes projets, je les ai eues dans une forêt, dans une montagne, avec des gens qui comptent, ou devant un carnet, ou sous ma douche, mais en tout cas, c'était jamais devant un écran. Ça dit peut-être quelque chose. Certainement. Puis j'adore l'art des petits carnets, avec des notes et des... Je vois que vous en avez un. J'ai le même dans mon sac.
Et c'est comme ça que j'ai préparé notre entretien. Alors, donc, retrouver la clarté. Et ensuite, on en arrive au principe 3, je crois, que vous dénoncez sur les 11. Hein. Chers auditeurs, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à découvrir encore, mais sur le rêve. Hein. Racontez-nous un petit peu les idées que vous nous soufflez, s'autoriser à rêver. C'est très fort, ça, s'autoriser à rêver. Ouais, je crois que c'est essentiel quand on se sent dans le chaos, dans la crise, dans le marasme. Justement, on peut se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de rêver là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on doit faire? On n'a pas vraiment le temps pour ça, là. On doit gérer les urgences. Mais c'est dans ces moments-là que c'est extrêmement important d'avoir un rêve qui nous enthousiasme à l'horizon. Pourquoi? Parce que ça va nous donner de la clarté sur le chemin que l'on doit prendre et nous aider à prendre des décisions au quotidien et naviguer au mieux vers cette direction. Ça va nous donner de l'énergie aussi pour avancer. Et donc je partage des clés qui aident en fait à se connecter à ce qu'on a vraiment au fond. Donc on en a parlé avec la clarté, mais vraiment de se demander quelle est la vision que l'on veut vraiment et pas celle que l'on croit possible. Ça, c'est Donella Meadows qui nous partage cette clé. Et je trouve ça très, très, très utile de la garder au corps. Et à chaque fois, je m'assure, quand je porte des projets, que j'ai une vision. Elle n'a pas besoin d'être 100% claire, mais j'ai besoin d'un rêve à l'horizon. Et c'est ça qui m'aide à avancer. Et le plus audacieux il est, mieux c'est, parce qu'il rend la suite possible. Même en situation de crise et surtout en situation de crise. Dans votre ouvrage, alors, il y a des dessins, on va y revenir, hein, parce que vous vous êtes mis devant un crayon aussi pour illustrer ce livre. Hein. C'est une boussole vraiment visuelle aussi. Mais il y a également des citations, et je crois qu'on retrouve la fameuse citation « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », qui est attribuée à... Ouais, Mark Twain. On lui attribue beaucoup de citations, alors je suis jamais trop sûre. C'est pas Margaret Mead. C'en est une autre de Margaret Mead. Mais effectivement, et alors, c'est mea culpa, dans l'interview, je formule beaucoup de questions plutôt sur le champ personnel, mais vous êtes un entrepreneur social. Dès vos 24 ans, quand vous avez monté Ticket for Change, il y avait une vision collective aussi d'embarquer. D'ailleurs, pour une citation que moi j'adore, ça me rappelle une citation de Gandhi qui dit qu'on reconnaît un bon leader non pas au nombre de followers, de suiveurs qu'il a, mais au nombre de leaders qu'il crée. Donc pour élever un peu le débat, là on était sur le principe 3, on a parlé dans des derniers sur jouer collectif, on a parlé de la clarté du premier, on a parlé du rêve, mais alors là pour étendre un petit peu le champ qui arrive sur la dernière partie de votre ouvrage, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement? Comment on se met en action? Vous voulez en parler un petit peu, Mathieu, la manière dont vous avez envisagé ça dans votre ouvrage? Parce que c'est votre force d'avoir embarqué plus de 150 000 personnes avec vous qui changent le monde. Alors, c'est des gens qui ont utilisé des outils, des programmes et qui sont au chemin, dont certains changent le monde de manière vraiment extraordinaire et qui nous inspirent au quotidien. Le plus connu, probablement, c'est Yuka. Il y a Meet My Mama, il y a La Vie est Belt, il y a We Dress Fair, le Drive To. Il y a plein de projets qui ont émergé et qui sont absolument formidables et qui me prouvent au quotidien que c'est possible et qu'il ne faut rien lâcher. Effectivement, le cœur de l'ouvrage, ce sont des boussoles que chacune et chacun peut utiliser au quotidien. Mais ça me paraissait essentiel d'avoir une ouverture sur collectivement qu'est-ce qu'on peut faire émerger comme monde différent, parce que le chaos que l'on ressent, c'est pas la résultante de nos choix personnels. C'est quelque chose de sociétal. C'est le fruit de notre système actuel. Et donc, si on veut en sortir, il faut redessiner le monde collectivement. Et donc, c'est changer les règles du jeu. Et donc, pour ça, il y a je ne peux pas tout détailler, mais je vais m'appuyer sur un ou deux concepts. L'idée du point de bascule, qui est l'idée selon laquelle, pour changer une société, pour changer un système, il n'y a pas besoin de 100% des personnes, en tout cas pas au début. Il n'y a pas besoin de 51% des personnes. Il y a besoin d'une minorité active, extrêmement engagée, de différents mondes. Ça veut dire qui est agissante dans différents milieux. Par exemple, le monde économique, le monde associatif, le secteur public, et qui préfigure quelque chose de différent, qui donne envie aux autres de suivre. Et pour moi, aujourd'hui, il y a les germes de ce point de bascule, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont à l'œuvre sur tous les territoires et qui inventent des solutions nouvelles qui réconcilient économique, sociale, environnementale. Et parfois, on peut se sentir accablé à se dire
oui, voilà, j'œuvre, je fais de mon mieux, mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est pas une goutte d'eau par rapport aux nouvelles du monde et à l'ampleur des défis et à la succession des catastrophes? Eh ben, je conclus dans le livre avec une citation d'un prix Nobel de chimie qui s'appelle Ilya Prigogine et qui parle des îlots de cohérence. Et comme quoi, quand un système est dans le chaos, en fait, ce sont de petits îlots de cohérence qui peuvent permettre au système de s'élever et justement de retrouver de la cohérence. Donc je pense qu'à chaque fois que l'on porte des initiatives, même si au début elles paraissent toutes petites, en fait, on ne sait pas le chemin qu'elles vont prendre, et c'est l'association, renforcer leur lien entre tous ces îlots de cohérence, tous ces espaces où on essaie de préfigurer un monde différent, qui fait que peut-être il y aura un moment, un point de bascule vers une société différente. Et ça, c'est pas la somme de nos actions, c'est la combinaison intelligente et le renforcement des actions que les uns ont fait avec les autres. C'est la force du collectif pour embarquer et agir. J'adore cette idée de point de bascule. Je trouve que les images, elles sont très fortes parce qu'elles restent souvent longtemps avec nous. Depuis tout à l'heure, on parle de boussole, de naviguer. Là, quand vous parliez, je voyais les ripple effects, en fait, presque sur une surface d'eau où c'est un peu le chaos. Et justement, votre newsletter, pour conclure un petit peu, votre newsletter, elle s'appelle Redessiner le monde. Et ce que j'ai à peine effleuré, c'est que dans votre livre, c'est pas juste un livre, un essai avec des mots, hein, aussi beaux que ce soit, mais il y a des images, des illustrations à presque chaque page. Vous vous êtes mis vous-même au dessin, donc votre newsletter s'appelle Redessiner le monde, mais en fait, vous, clairement, Mathieu, vous avez fait des études d'art ou... Bon, j'ai toujours un peu dessiné dans ma vie, mais j'avais mis ça de côté. Et c'est vrai que c'est pendant aussi cette pause dont je parlais, ce vide fertile, que j'ai reconnecté à ça, que j'ai appris sur Internet, que j'ai testé par moi-même. Puis je me suis dit, bon, en fait, en partageant des choses, ça résonne. Donc je vais continuer dans cette voie. Mais clairement, c'est la première fois que je réalise les illustrations, le texte et les illustrations d'un livre. Et c'est le cœur de mon travail, c'est-à-dire que j'essaie d'agréger. Je rassemble beaucoup de visuels qui existent par ailleurs et j'en crée quelques-uns. Et j'essaie de mettre à disposition des visuels qui nous aident à mieux comprendre le monde et développer notre pouvoir d'agir. Et j'utilise le visuel parce que ça simplifie le complexe, ça s'ancre dans la mémoire et ça se partage plus facilement. Oui, parce que j'en lis beaucoup des essais, je prends des notes et parfois je peux oublier des choses. Mais en parlant de votre livre la semaine dernière avec un ami, il me parlait d'un exemple très concret de Stefan Sagmeister, qui est un génial, je sais pas, artiste protéiforme autrichien, qui prend une année de sabbatique tous les 7 ans, je crois, avec sa famille. Et il m'a illustré avec ses doigts votre dessin finalement. Donc comme quoi ça marche vraiment, on s'ancre avec ces illustrations que j'ai trouvées. Donc votre livre, il est à la fois profond et à la fois, sans parler des fiches qu'il y a à la fin qu'on peut découper presque pour les garder. Et donc il est à la fois profond et à la fois très visuel, ce qui permet de garder en même temps une légèreté ou bien des encres, pour terminer sur la boussole, la navigation, etc., comme des encres visuelles qui permettent d'approfondir ça. En conclusion, Mathieu, est-ce que vous auriez peut-être... Moi, j'adore les questions plus que les réponses. Alors, votre livre, c'est pas qu'il apporte des réponses, parce qu'après, c'est chacun qui doit s'approprier ses principes, ses outils et faire soi. Il y a peut-être des choses qui vont parler à certains, d'autres non. Mais en tout cas, moi, j'adore les questions encore plus que les réponses, je crois, dans les conversations. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez envie, comme ça, de laisser à nos auditeurs, peut-être, ou une idée que vous auriez envie de nous nourrir, de nous donner, de nous laisser? Oui, c'est intuitif et j'aurais envie de parler du sujet de terra incognita. Et en fait, la question que j'aurais envie de laisser, c'est, chers auditeurs, chères auditrices, où est-ce que vous avez envie de mettre votre attention pour les prochaines années? C'est-à-dire votre attention, vos talents, vos compétences, votre créativité, peut-être aussi vos ressources économiques, votre réseau, au service de quoi? Et je crois qu'on est dans une période que l'on vit toutes et tous de très grandes réinventions, où tout est en train d'être chamboulé. Il faut inventer de nouvelles manières d'habiter le monde. On n'a pas le choix. Et on a tellement de terra incognita à explorer. Les terra incognita,
c'était des espaces, en fait, des terrains connus où l'être humain n'avait pas encore été exploré. Et donc il y a tellement d'espaces. Comment on peut décarboner l'économie, comment on peut recréer du lien social, mieux vivre ensemble, etc., etc. Il y a tellement de sujets. Et on a besoin de la combinaison des talents de chacun sur tous ces sujets. Et donc, voilà, quel est le sujet peut-être qui vous appelle, sur lequel vous auriez envie de consacrer votre attention, votre énergie, vos talents dans les années à venir, et vous seriez fier d'avoir fait une grande avancée. Vous direz, moi, à cette époque-là, j'ai contribué à ça et ça a fait une grande avancée. Pas que moi, collectivement on l'a fait, mais j'ai dédié mon énergie à ça. Merci beaucoup Mathieu. Merci Fanny. Chères auditrices, chers auditeurs, vous souriez sans doute à la fin de cet épisode, car vous aurez compris pourquoi j'avais envie de recevoir Mathieu Dardaillon sur ce podcast dédié à l'art de l'attention. À l'aube des vacances ou à tout moment de l'année, si vous écoutez cet épisode en décalé, j'ai envie de vous poser cette question. À quoi choisissez-vous de consacrer votre attention ? À mon tour de vous remercier pour votre écoute et pour votre attention. Et à très bientôt.